L'année touche à sa fin, ça, je pense que vous l'avez remarqué, nous en sommes au 147e épisode des Technos, ça va se passer avec Sébastien et Marc. Sébastien et Marc. Tenez, celui-ci c'est Sébastien, salut Sébastien, celui-là c'est Marc, salut Marc. Et si je parle de la fin d'année, c'est justement parce qu'il y a une annonce à faire, annonce de service si vous le permettez, c'est qu'on va vous proposer un petit truc sympa qu'on n'a pas encore fait avec les Technos d'ici la fin de l'année, précisément le mardi 26 décembre, aux alentours des 20h, on précisera l'horaire un petit peu plus tard si vous le permettez, mais ce sera aux alentours de 20h comme on a l'habitude de nous enregistrer les épisodes des Technos, et donc on va avoir ainsi l'occasion de répondre à vos questions en temps réel, c'est-à-dire que vous aurez l'opportunité de nous envoyer vos questions, vous pouvez même déjà commencer, comme ça nous permet d'un petit peu préparer quand même ce rendez-vous de notre côté, et normalement si tout se passe bien, il me semble que toute l'équipe devrait être réunie à cette occasion, ce qui est suffisamment rare que pour pouvoir être précisé. Sébastien. Ça va être un beau bordel. Ça va être un petit peu compliqué à gérer à mon avis, mais bon voilà, c'est un challenge, un challenge de fin d'année. On s'est dit que ça pourrait vous faire plaisir, ou en tout cas ce serait un petit peu sympa aussi comme ça de pouvoir réagir en temps réel. Petite précision, ça se passera sur YouTube, et ceux qui ont l'habitude de nous écouter en différé, c'est-à-dire en podcast, auront également la possibilité de nous écouter plus tard à ce moment-là, puisque cette édition, ce sera le 149e épisode si je ne dis pas de bêtises, sera également réécoutable si vous le désirez, il n'y a pas de souci. Deuxième annonce de service, je voulais quand même tirer un coup de chapeau à un podcast qui avait dit beaucoup de bien de nous il y a quelques mois, même quelques années de ça, c'était un peu à nos débuts, je dis pas de bêtises, c'est La vie des moutons, c'est un monsieur qui s'appelle Picaboo qui s'occupait de ce podcast La vie des moutons, il avait dit beaucoup de bien de notre podcast, on le remercie, si je dis merci aujourd'hui, c'est parce que lui il a décidé d'arrêter son podcast et que c'est toujours un petit peu triste quand un podcast s'arrête comme ça, donc merci, salut l'artiste, et on espère qu'il reviendra un jour ou l'autre. Je pense que c'est un virus qu'on a difficile à perdre en général, on y revient assez vite au podcast. Donc merci à lui, merci à La vie des moutons, et il est demandeur d'un repreneur éventuellement pour continuer le concept de son podcast. Ça peut se faire éventuellement, on aura certainement l'occasion d'en reparler si c'était le cas. Voilà pour les annonces de service. Alors la suite, ça se passe comment? Ça se passe avec le courrier des auditeurs. Ah oui, il y a eu du courrier, Marc, cette semaine. Je dis Marc parce que c'est lui qui va répondre à une des questions qui a été posée. Bonjour, j'utilise fréquemment l'ASPAS que vous mentionnez sur l'une de vos pages, c'est-à-dire un hors-série où on avait parlé des mots de passe. Même pas sur le blog, je pense. Ou sur le blog, c'est possible. En tout cas, on avait évoqué ça, les mots de passe, la sécurité des mots de passe justement. Alors, il trouve vraiment bien qu'on partage cet outil, mais il a pu remarquer que s'il choisissait le même mot de passe assez mauvais, tel que par exemple AZERTY 1, 2, 3, l'ASPAS ne fera pas rappeler, ne rappellera pas que c'est un mauvais mot de passe. C'est vrai que c'est un petit peu particulier, ces outils, ces trousseaux de mots de passe en l'occurrence. Si on leur dit mon mot de passe principal ça va être 1, 2, 3, 4, il ne va pas nous préciser que c'est un mauvais mot de passe. Est-ce que c'est bien normal, Marc ? Alors, ça m'étonne un peu parce que l'ASPAS embarque quand même, mais je parle avec certitude parce que je l'utilise tous les jours, une batterie d'outils qui permettent de vérifier la validité et la qualité des mots de passe que l'on utilise. Déjà, à la base, effectivement, il faut savoir qu'il y a un outil qui s'appelle le Security Challenge, qui permet de passer à travers tous les mots de passe qui sont enregistrés dans la base de LastPass et de vérifier toute une série de choses. Premièrement, si ce sont des mots de passe faibles ou pas. Donc, notamment dans ce cas-là, ce mot de passe sautera directement dans la catégorie des mots de passe faibles, mais également de vérifier si les identifiants que vous utilisez ne sont pas repris dans les fameuses bases Have You Been Pwned, pour exemple, qui recensent toutes les attaques qui ont déjà été commises, toutes les bases qui ont déjà fuité avec des mots de passe, notamment la base de 1,4 milliard de mots de passe qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, et qui permet donc de dire si votre identifiant a fait l'objet d'une attaque par le passé ou s'est retrouvé dans le contexte d'une attaque. Donc, je suis un peu surpris, surtout que
LastPass permet également de paramétrer de manière assez fine la force du mot de passe qui est auto-généré. Donc, quand vous arrivez sur un site que vous demandez à LastPass de vous générer un mot de passe, vous pouvez effectivement vous-même déterminer quel est le degré de complexité, la longueur, l'inclusion des caractères, le fait que ce soit in fine, sous forme lisible ou pas, de manière mnémonique pour vous en rappeler. Donc voilà, quelque part, je m'interroge un peu. Peut-être que cette personne n'a pas eu l'occasion d'aller tout à fait au fond des options de son gestionnaire de mot de passe. Maintenant, effectivement, il nous mentionne le fait qu'il y a des utilitaires pour générer des mots de passe aléatoires. Oui, il y en a beaucoup, mais cette fonctionnalité, encore une fois, est déjà reprise dans LastPass. Oui, juste d'un mot, si vous avez l'image, la vidéo, on vous met le message de Jackie, puisque c'est son prénom, et le lien qu'il nous propose, ou qu'elle nous propose, sur Secure Password Generator. J'ai pas testé, personnellement. Sébastien. Oui, alors moi je suis étonné effectivement que Marc dit que la personne n'a pas été au bout, parce que c'est quand même une question de Jackie, et on attendait la réponse de Michel, mais oui. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Oui, évidemment. Bien évidemment. Voilà, c'est le genre de questions que vous pouvez nous poser et auxquelles on répondra avec plaisir. En tout cas, nos petits camarades répondront avec plaisir. Michel y répondra. On n'a pas de Michel dans l'équipe encore, mais ça peut venir. Le 26, donc, au soir, pour ce direct des technos. Épisode, ce sera l'épisode 149, mais ça, je pense que je l'ai déjà dit. Donc, si vous avez des questions... en commentaire de cette vidéo sur notre blog lestechno.be. Vos messages sont les bienvenus, on les collecte et on y répond le 26. Voilà. Sébastien, lève le doigt. Oui, je pense qu'on a fini les courriers des auditeurs. Je voulais un petit point. Je voulais juste remercier les quelques messages qu'on a reçus ces dernières semaines de femmes. Donc il y a des femmes qui nous écoutent. Oui. J'avais relevé la semaine dernière d'ailleurs, en introduction. C'est vrai. Oui, on l'avait je me souviens déjà plus. Au courrier des auditeurs, on l'avait placé, mais c'était un autre Sébastien qui était à ta place. Ah, ça fait déjà 2 semaines que je suis pas venu. Putain, je perds la notion du temps. Y compris, donc j'aurais remercié le monsieur qui s'inquiétait pour ma maison qui avait brûlé. Ma maison va bien. C'est plus récent. Oui, c'est à cause du fond d'écran, pour que tout le monde soit au courant. Il a un fond d'écran un petit peu... carbonisé, on veut dire. Voilà. C'est vraiment... Ouais, c'est bizarre, en fait. Par contre, chez Marc, c'est bien rangé. Personne ne critique. On passe, si vous le voulez bien, à notre abécédaire classique. A comme Apple. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Comme Apple, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. A comme Apple. Tu veux qu'il fallait plus d'emphase ou... Tiens, A comme Apple, ça faisait longtemps. Seb, puisque c'est toi qui vas nous en parler, l'iPhone qui rame, ce serait dû à la batterie, manifestement. Oui, pas le saxo, la batterie. C'est comme ça. Et alors en fait, il y a pas mal de gens. Ah, ça te fait marrer, des blagues à la con comme ça. Écoute, oui, c'est surprenant surtout. Et donc il y a pas mal de gens qui râlent depuis un certain temps en se disant mince, quand il y a un nouvel iPhone qui sort, le mien ça devient un truc sans une bouse sans nom qui rame, enfin un truc. Et alors. Jusque-là, c'est toujours on pense que, mais personne n'a jamais rien pu prouver. Et ici, ça part un petit peu d'un post sur Reddit où un gars a finalement réussi à prouver quelque chose sur son iPhone qui est intéressant, mais qui n'est pas tout à fait ce qu'on pense. Mais bref, c'est quand même intéressant. C'est que le gars, effectivement, donc ils utilisent une application Geekbench pour donner un score sur le CPU, donc ce qu'il arrivait à avoir comme performance avec son téléphone. Et il avait un score assez médiocre, y compris quand il utilisait le mode low power, et qu'il activait ou qu'il désactivait, il avait le même score. Il dit mais il est pourri mon score, c'est pas normal. Et donc ce que le monsieur a fait, c'est qu'il a changé sa batterie, et en ayant changé sa batterie, il a eu un score qui était quasi doublé. Donc, le simple fait d'avoir changé sa batterie, son iPhone allait 2 fois plus vite. Alors, pourquoi ? En fait, il faut savoir qu'il y a une série d'iPhone qui, à partir d'une certaine mise à jour d'iOS 10, je pense, les iPhone 6 et 6S, certains ont commencé à s'éteindre en plein milieu, alors qu'il restait encore un tout petit peu de charge, et ils s'éteignaient de manière assez brutale. Et donc, Apple a sorti un fixe sur le 10.2.1 qui est en fait simplement un downclock du CPU. Donc en fait, il vérifie si ta batterie est en mauvais état, et si ta batterie est en mauvais état,
ils réduisent la puissance du CPU pour pouvoir tenir ton téléphone plus longtemps. Mais donc effectivement, il se peut que ton vieux téléphone Apple, oui. Il soit réellement plus lent que quand tu l'as acheté, tout simplement parce que la batterie est en mauvais état. Il semblerait, je dis ça parce que j'en ai parlé cet après-midi avec quelqu'un qui est un peu, qui s'intéresse à tout ça aussi, que la dernière mise à jour, la 10.2.1, je crois, règle le problème de cette gestion de la batterie, en tout cas de gestion du processeur versus puissance de la batterie. Parce que du coup, son iPhone revit. Donc voilà, c'est plutôt positif parce que plein de gens qui se plaignaient par exemple que l'iPhone 6 depuis la dernière mise à jour était complètement étranglé, ramait comme c'est pas possible, enfin des lenteurs dans l'affichage des menus, des choses comme ça. Et là, manifestement, les dernières mises à jour permettraient de mettre à plat ce problème. Est-ce que on est sur la même longueur d'onde? C'est possible, je ne sais pas si ça a été fixé après. Ici, c'est juste que sur la 10.2.1, ils ont commencé à ajouter cette fonctionnalité. Ils ont peut-être fait des trucs similaires par le passé. Apple a refusé de commenter l'actu. Mais voilà, les résultats sont là et maintenant, on a une idée de pourquoi ils pourraient le faire et comment pouvoir les tester, ce qui se passe réellement derrière. Moi, j'ai des fois l'impression que chez Apple, mais chez tous les fabricants, en fait, cette histoire de batterie, de gestion de la puissance de la batterie et de ce qui va tout autour, ça pose régulièrement problème. Je me rappelle qu'il y avait eu un souci comme ça sur une version, mais ça n'avait pas duré longtemps, sur les MacBook Pro il y a quelques années, où quand on arrivait à 20% de la batterie, pouf, l'appareil se mettait en veille et il ne se réveillait que quand on le remettait sur secteur, par exemple. On a vu des problèmes également chez Samsung, si je ne dis pas de bêtises, sur ce genre de... Oui, Samsung, elle a explosé les batteries. Elles explosaient avant même de tomber en panne. Donc, ce qui est une forme de panne aussi, l'explosion, soyons clairs. Donc voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la batterie, quoi. Oui, mais t'as la mémoire courte. On a eu tellement de problèmes aussi avec Panasonic il y a quelques années. Oui. Et Sony. C'est Sony ou Panasonic? Sony. C'était Sony. Sony qui a dû rappeler des millions et des millions de batteries. Là, c'était pas que dans les téléphones, c'était dans tous les laptops et dans plein de trucs. Les Vaio, etc. Ouais, les batteries, et ils étaient fournisseurs donc pour plein d'autres. Donc les batteries, ça reste effectivement un problème majeur. Mais voilà, ici, c'était ce que je trouve juste dommage sur le point ici, c'est que je peux comprendre qu'ils le fassent. Mais tu devrais laisser le choix à l'utilisateur de l'activer. Oui. Donc, en tout si cas, tu es au courant, de prévenir que ta batterie est en mauvais état, on va faire quelque chose à ton téléphone. Ici, c'est fait, voilà, et tu ne sais pas ce qui se passe. Oui, c'est le manque de transparence, en fait, qui souvent dans ces cas-là pose un problème. Je ne sais pas si Marc avait un truc à rajouter sur ce sujet ou non. Non, ok. On peut passer à la suite. On reste toujours à la lettre A comme Apple, Sébastien, pour parler de Apple qui se fait un petit cadeau à 400 millions de dollars. C'est Shazam. Oui. Voilà, on peut passer au B. On peut passer à la Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Shazam? Plein de choses, on l'imagine. Ouais, plein de choses. En gros, Shazam version Apple, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont l'utiliser dans leurs outils. Maintenant, Shazam, honnêtement, c'était le Saint Graal à l'époque. Ça l'est beaucoup moins d'ailleurs. 400 millions, c'est considéré comme la plupart des gens comme pas très cher. Hein, donc c'est vraiment quand même un peu une boîte en fin de vie parce qu'il y a plein d'autres sociétés qui le font, comme le Google Assistant. Il y a plein d'autres services qui le font. Rappelons ce qu'est Shazam, c'est pour ceux qui sortent du coma maintenant. Hein, oui, comme ceux qui n'ont jamais vu Yahoo, tu vois. Oui, c'est quand même le soft de reconnaissance, qui a initié la reconnaissance musicale, qui peut vous dire quel est le titre de la chanson qu'on entend à la radio au moment où on l'entend. Ouais. Voilà, le truc qui maintenant paraît évident et qui a 4-5 ans, tu passais des heures, c'est quoi ce truc? C'est le truc qui a rendu les blind tests complètement inutiles. Je veux dire, non, mais voilà, c'est vrai c'était magique à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus banal. On verra bien ce qu'ils vont en faire. S'ils vont en faire quelque chose, si ça se trouve, ils vont le fermer tout simplement et donner l'application à Siri. Récupérer les algorithmes, oui, c'est ça. Non, Marc disait non, de sa tête. Non, ce que j'ai lu, moi, par contre, sur cette histoire, c'est qu'ils vont pas le fermer, pas tout à fait en tout cas. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est que, si vous vous rappelez la manière dont ça marche, on écoute un morceau ou un bout, et ça vous renvoie le titre, éventuellement les paroles, l'interprète, etc. Mais ça vous donne aussi des liens pour aller acheter le morceau. Bien sûr. Et là, effectivement, vous aviez iTunes, Amazon, Google, machin, Spotify et tout.
Là, il n'y aura plus tout ça, il n'y aura plus que Apple Music. Ah bah oui, ça voilà. Peut être intégré quelque part à iTunes, quoi. En gros, probablement à terme. Et Shazam. Voilà. Ou ce sera une fonctionnalité native de la prochaine version d'iOS. Par exemple, voilà. Bon. Si. Affaire à suivre. On passe directement à la lettre B, si vous le voulez bien. B comme Bitonios. Au pluriel. Les Bitonios, chez nous, on le rappelle, ce sont des petits bidules. Au moins petits. Au moins petits. Marc, on parle d'objets connectés sans batterie ni électronique. C'est des jouets en bois, quoi. Presque, ce sont des jouets en plastique, non, ce sont des objets en plastique. Et effectivement, l'Internet des objets, c'est considérablement développé ces dernières années. Les géants du secteur high-tech se sont engouffrés dedans et sont en train de se faire beaucoup de brousouf avec et font preuve de beaucoup d'imagination pour nous inonder d'objets dont on n'a pas forcément besoin. Mais généralement, le problème, c'est que ces objets ont un coût et ont des contraintes qui sont une batterie pour l'autonomie et une électronique pour faire tourner le tout. Ouais. Il y a une équipe de Washington qui s'est intéressée au problème et qui a entrepris de développer par impression 3D des objets connectés qui sont capables de fonctionner sans batterie et sans électronique, donc uniquement avec une énergie mécanique. Et en fait, là où est un peu le génie de la chose, c'est qu'ils sont réussis à avoir des dispositifs qui transmettent des informations par vibration, ces vibrations pouvant être récupérées sous forme d'ondes par un récepteur Wi-Fi. D'accord. Et donc, en fait, par impression 3D, ils vont fabriquer des éléments qui consistent en des ressorts, des engrenages, des interrupteurs, des cliquets, donc des éléments mécaniques très simples qui, une fois assemblés, sont capables d'émettre des ondes en contexte et que ces ondes soient récupérées par un routeur Wi-Fi et interprétées par un logiciel derrière. Et donc, il y a une vidéo dans le lien qu'on vous a mis sur le répertoire du podcast aujourd'hui et qui vous donne une idée du type d'application. Alors, ça va dans le cas de la vidéo d'un petit anémomètre à eau, donc autrement dit un petit dispositif qui mesure la vitesse à laquelle coule l'eau dans une canalisation, ouais. Mais on a également la possibilité de pouvoir faire des contrôleurs où on appuie sur un bouton, où on bouge une réglette et ça correspond à des actions qui se font sur l'écran. Vous appuyez sur le bouton, ça clique sur un bouton. Vous bougez une réglette, ça bouge un slider. Et donc ça ouvre une perspective assez intéressante pour avoir des objets connectés de manière très simple, mais également très très économique, ce qui va pas contribuer à débarrasser le tas de brols connectés qu'on a dans nos tiroirs. Oui, mais en même temps, ceux-là, ils sont, j'allais dire propres, sans batterie. Enfin, je veux dire, il y a un minimum de composants. C'est du plastique, et ça peut être du plastique biodégradable en plus. C'est incroyable quand même. Enfin, je me demande comment ça marche. Parce que ça fait un peu penser aux nanotechnologies, tu vois, où on arrive à créer des robots en nanotechnologie, des petits objets qui peuvent se déplacer, se mouvoir, être commandés d'une certaine manière. Mais là, c'est le contraire, en fait. C'est des objets qui créent des actions. Enfin, c'est particulier. Voilà. Quand même. C'est assez intéressant, effectivement. Le tout est d'avoir, effectivement, cette structure imprimée en 3D qui va se comporter comme une antenne et émettre une onde qui sera captée de l'autre côté et interprétable par un récepteur. Je vois Sébastien dubitatif. Voilà. Ben, l'explication est là. Maintenant, je ne sais pas si ça marche autre part que dans un laboratoire, mais c'était assez amusant que pour bien sûr, chatouiller ma curiosité. On en est bien conscient, et c'est bien de le rappeler également, Marc, puisque effectivement, tous les liens vers les informations dont on vous parle sont sur notre blog lestechno.be, dans le sommaire, comme tu l'as très bien dit, et évidemment, chaque semaine, ce qu'on vous propose, c'est la revue de presse technologique de ces zigomars, donc ce que eux ont relevé dans l'actualité technologique. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses que vous avez vues, que nous n'avons pas vues, ou qui nous intéressaient moins, ou c'est pour ça qu'il y a les commentaires en dessous des vidéos et des articles, pour pouvoir continuer la discussion, si vous le désirez, par ce biais. On est toujours à la lettre B, comme Bitonio, avec un truc
assez particulier, c'est l'urinoir intelligent. Marc, ça sert à quoi? C'est la preuve qu'on peut avoir des petits bitonio et des gros bitonio. Oui, parce que ça, c'est un gros bitonio. C'est un gros bitonio. Alors, les gens qui sont derrière ce truc assez improbable, on aurait pu le mettre en what the fuck aussi, mais bon, je pense. Ils sont partis, en fait, d'une demande de toute une série d'annonceurs publicitaires qui cherchent, comme on le sait tous, à capter le maximum de temps de cerveau disponible. Et en fait, suite à des études très compliquées qui ont été faites par ces annonceurs, il s'avère que l'un des moments où une personne moyenne dispose de 30 secondes d'attention exclusive, c'est au moment où tu fais ton petit pissou. Ben oui. Parce que tu te concentres sur ce que tu fais. D'où l'idée d'une boîte hollandaise qui s'appelle Mr. Findlay, qui a conçu une pissotière, dire comme ça, avec un écran. Et donc, le truc est connecté au cloud, évidemment, pour permettre de faire tourner relativement souvent les publicités qui passent sur un petit écran 8 pouces. Et au moment où tu arrives, tu fais ta petite affaire, il détecte que le truc est en état d'occupation et il va te diffuser un spot de pub. De 30 secondes. Fallait y penser, de 30 secondes. Mais moi, je me rappelle Fallait y penser, c'est con comme la lune, mais apparemment, ça marche, en tout cas assez pour que plusieurs dizaines d'établissements aux Pays-Bas aient adopté le truc. Moi, je me rappelle de ces urinoirs, je pense que c'était japonais, qui, pour faire en sorte que les gens fassent un petit peu attention où ils faisaient leurs petits besoins, avaient couplé ça à un jeu vidéo. En réalité virtuelle. Oui, en réalité augmentée. On avait parlé. Il fallait faire pipi d'une certaine manière pour que le petit personnage avance correctement, machin, ou je sais pas très bien quel était le scénario. Quoi qu'il en soit, ici, on pourrait mêler les deux. Voilà, effectivement. Il faut pisser à l'endroit précis pour que la pub s'arrête. Oui, par exemple. C'est quand même très particulier. C'est vrai que on est là très attentif en général. Et c'est vrai que quand on voit dans certains restaurants, dans les toilettes des restaurants, il y a souvent maintenant de la publicité. Enfin, c'est pas récent, mais en général, c'est très très bien vendu, ces espaces publicitaires, parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là, on n'a rien d'autre, on peut pas regarder ailleurs en plus. Donc, voilà. Là aussi, Sébastien, dubitatif. Oui, moi voilà. Mais je me demandais, est-ce que la taille du bitonio compte? Non, mais comme maintenant on sait que cet écran fait 8 pouces, on a un élément de comparaison. Par exemple. Bon, allez, trêve de bêtises, si vous le voulez bien, passons à la lettre C. C'est comme crypto, c'est devenu un petit peu notre dada, il faut bien le reconnaître, la crypto-monnaie. On va reparler de Bitcoin, Sébastien. Et on avait eu une question d'ailleurs, ou une remarque il n'y a pas tellement longtemps, concernant le fait que miner des bitcoins et des crypto-monnaies de manière générale était relativement énergivore et que donc du coup ne contribuait pas à rentrer dans un cercle vertueux de création de monnaie versus protection de la planète, réchauffement planétaire, machin, etc. Apparemment, le bitcoin serait moins énergivore que d'autres monnaies connues. Oui, alors même... D'autres valeurs connues, entre autres. D'autres valeurs. Oui. Et donc, en fait, oui, il y a eu pas mal de gens qui râlaient sur l'énergie gaspillée pour quelque chose de virtuel. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'est quand même penché sur le truc et qui a commencé à calculer qu'est-ce que ça consommait réellement et qu'est-ce que les autres trucs consommaient. Et donc, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste après les résultats de son petit calcul. Et en fait, donc, le minage de Bitcoin, c'est 8,27 TWh par an. Donc, retenez 8,27, le reste, on s'en fout. Donc, c'est un peu plus que la consommation de l'Irlande ou d'un autre petit pays, c'est quand même pas négligeable. C'est pas rien. Voilà. Par contre, c'est 8 fois moins que l'énergie utilisée par tous les data centers aux États-Unis. D'accord. Donc voilà, c'est quand même déjà beaucoup moins. Et par rapport à une production de monnaie, donc si tu prends n'importe quelle monnaie, donc là ça consomme 11 TWh par an. D'accord. Donc 8,27 pour le Bitcoin, 11 pour une monnaie classique, donc les petits papiers, les petites pièces que tu as dans ton portefeuille. Et alors il y a le pire du pire, c'est l'or. Pour aller chercher l'or effectivement dans les mines, l'extraction, etc. Là on est à 132 TWh
heures par an. Donc 8,132, je pense que le Bitcoin a quand même encore pas mal de... Il y a de la marge. de marge vis-à-vis de l'heure. Même s'il est possible de faire mimieux, autant le faire. On en a parlé avec Sébastien il n'y a pas longtemps. En Chine, on utilise beaucoup les barrages, par exemple, de l'énergie, entre guillemets, verte pour miner des monnaies, des crypto-monnaies. Donc, pourquoi pas, effectivement, améliorer encore le score. Mais manifestement, c'est pas le débat par rapport aux crypto-monnaies, etc. Il ne se situe pas à ce niveau-là, quoi. Non. Et à ce propos, on avait reçu aussi, je pense que c'est il y a 2-3 jours, une question sur les cryptos. Je ne sais pas si on a répondu. Quelqu'un qui demandait si, effectivement, le jour où un ordinateur quantique et les crypto-monnaies vont s'éclater, de mon point de vue, l'ordinateur quantique pose un sérieux problème vis-à-vis des crypto-monnaies, effectivement. Mais ça, on en reparlera le jour où on aura un réel ordinateur quantique. Oui, pas que pour les crypto-monnaies. On parlait également de la sécurisation des sites Internet, le fameux HTTPS. Sur toutes les clés, il y aura des soucis. Voilà. Et là, je suis sûr que Marc a envie de répondre. Oui. Oh, on l'a réveillé. Oups. Non, pas l'ordinateur quantique, tout ça, il répond pas. Ok, ça va, je n'ai rien dit. Non, ça va. Bon, ça va. Je réagis pas à chaque fois non plus. Non, c'est pas obligé. Je dis quantique. Tu vois quantique, normalement, tu vois. Pas sur ce coup-là. Marc, on va te passer la parole. Tiens, justement, on a vu une très belle envolée récemment du Bitcoin, justement, on en parlait, mais c'est pas la seule crypto-monnaie qui s'envole, manifestement. Non, il y en a un autre qui, effectivement, vient de se payer on peut dire une très très jolie performance sur le mois qui vient de s'écouler, plus précisément sur les 2 dernières semaines, c'est le Litecoin, qui est peut-être un peu moins connu, qui est pourtant là depuis aussi pas mal de temps, à un prix très très bas. Lui, il a vraiment commencé à décoller début novembre, par là, il a commencé à monter, mais doucement. Là, il s'est quand même tapé une augmentation de 335% sur les 3 dernières semaines, 6500% sur l'année. Oui. Donc, c'est quand même assez sympathique. Avec quand même des caps qui ont fait penser à une correction à un moment, mais finalement, le truc s'est lissé gentiment. Mm-hmm. Alors, pourquoi est-ce que le Litecoin semble brusquement intéresser beaucoup de monde, alors que le Bitcoin, lui, pour l'instant, se tasse, il continue à évoluer aux alentours des 14 000 euros, mais il stagne un petit peu, et que l'Ethereum, lui, de toute façon, il continue aussi, mais de manière assez lissée. Déjà, il y a 2 éléments. Premièrement, c'est qu'il y a un site qui s'appelle Coinbase, dont l'autre Sébastien a certainement parlé à un moment, qui est devenu, depuis la semaine passée, l'application la plus téléchargée aux États-Unis sur l'App Store. Et Coinbase, à la base, c'est un portefeuille et un site de vente et d'achat qui se concentre sur 3 monnaies uniquement, le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin. Alors, ce qui s'est passé apparemment, c'est que pas mal de gens ont vu que le Bitcoin stagnait, donc ils ont revendu une partie pour acheter du Litecoin, ce qui a donné un petit coup. La deuxième chose, c'est que le réseau Litecoin en lui-même est plus rapide et moins cher. Donc, autrement dit, les frais de transaction sont beaucoup plus faible que ce qu'on trouve sur le réseau Bitcoin. Et à côté de ça, la charge nécessaire, donc ce qu'on appelle la block time, la durée qui s'écoule entre le début et la fin du minage de chaque bloc, est en moyenne 4 fois plus courte que sur le Bitcoin. Donc tout ça, en fait qu'il y a un concours de circonstances qui amène à pousser les investisseurs à s'intéresser sur cette nouvelle monnaie. Voilà, donc il y a une vie en dehors du Bitcoin, en fait. Oui, c'est ça, mais le Bitcoin, c'est peut-être le plus populaire parce que c'est un des premiers à s'être montré au grand public, entre guillemets, mais c'est aussi celui qui est par la même occasion le plus décrié. Mais des crypto-monnaies, il y en a maintenant quelques-unes. 1200 tout, je crois. 1200, donc voilà, c'est avec plus ou moins d'intérêt, avec plus ou moins d'avantages. C'est quelque chose de nouveau dont on parle régulièrement dans la techno, avec ces 2 Igor Marcy, mais également avec l'autre Sébastien, qui est lui notre entre guillemets spécialiste de la blockchain, puisque la crypto-monnaie, ce n'est qu'un des exemples de ce que permet la chaîne de blocs. Est-ce qu'on a terminé la crypto ou non, je peux rajouter un truc sur le Litecoin, mais une phrase, une petite info. J'étais en train de regarder l'histoire du Litecoin, et en fait, pour la petite histoire, donc, le Litecoin a été créé en 2011 par Charles Lee, et en fait, c'est un ancien employé de chez Google. Voilà. Ouais, absolument. Donc voilà.
Ok, on a terminé Ça, cette page-là, ça c'est fait, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions, comme j'ai l'habitude de le dire, sur ce sujet-là, sur les autres sujets également, c'est dans les commentaires que ça se passe. On passe à la lettre F, F comme fibre ou F comme France, Sébastien, pour parler des SFR qui renoncent à la fibre pour tous. Ouais. Ça va pas nous aider à digérer, ça. Bah, nous, ça va, hein. Parce que nous, ils viennent de débloquer je ne sais combien de milliards pour mettre la fibre partout. Oui, mais c'est justement ces rapports à la fibre, aux fibres. Ah, mais là, tu vas chercher loin. Moi, c'est quand même Jackie et Michel, tu vois, mes références. Mais t'es pas le seul à faire des blagues pourries. Hein, non. Ouais. Je suis désolé. Voilà. Donc, oui, c'est beaucoup moins drôle quand tu dois l'expliquer. Oui, mais c'est pas au taquet, t'es pas au taquet. Marc avait compris. Je suis pas sûr, je pense qu'il rigolait. Non, Marc avait compris. Non, j'avais compris. Il pouffait. Il pouffait. Pouf. Voilà. Désolé pour cet interlude. Les vieux ont des problèmes de digestion et donc ils savent ce que c'est les fibres. J'ai quand même plus de 10 ans de moins qu'eux. Je l'attendais aussi, celle-là. Voilà. F comme France aussi. F comme France, c'est la France qui nous écoute. Bonjour la France. Donc vous deviez avoir de la fibre partout. Maintenant vous avez intérêt à déménager parce qu'en Belgique, nous, on vient de débloquer plein de milliards pour en mettre partout. Par contre, en France, c'est pas gagné. Et, alors même si SFR, évidemment, c'est une boîte privée et ils avaient fait une annonce fracassante en été en disant en 2025, on aura tout fibré nous-mêmes et on s'en fout, on va refibrer même là où les autres ils l'ont déjà fait. On veut notre fibre dans tous les coins. Ouais. Alors la manière dont ils l'ont fait, ça a été assez mal accueilli par le gouvernement parce qu'ils disaient oh les gars, on déconne un peu ici. Et en même temps, ça n'a pas été non plus super bien accueilli dans la bourse parce que là ils se sont pris une petite chute parce que le résultat n'était pas exceptionnel. Donc finalement 6 mois plus tard les gars ils se sont dit en fait la fibre partout c'était pour rire. Maintenant finalement on va peut-être plus faire tout à fait comme ça parce que d'abord les sous ça le fait pas trop et puis on trouve pas les gens de toute façon donc voilà c'est fini. Donc ils vont continuer à investir dans les zones moins denses d'investissement, enfin les zones moins denses où là tout n'est pas encore super bien couvert mais le fait d'avoir une fibre dans tous les foyers en 2025 c'est pas gagné. Mais est-ce que c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que commercialement c'est viable la fibre à tous les étages, c'est la question qu'on peut se poser aussi parce que finalement l'internet on l'a, on a l'internet mobile avec la 4G, bientôt la 5G, donc est-ce que la fibre apporte un tel plus que pour une société quelle qu'elle soit, publique ou privée, est-ce qu'il y a une rentabilité, un seuil de rentabilité à un moment donné, parce que c'est quand même un coût, c'est une technologie qui est relativement chère par rapport à ce qu'on connaît avec la DSL par exemple, qui utilise du cuivre qui est déjà installé depuis longtemps. Voilà, donc je sais pas, Sébastien. Ouais, mais le problème du cuivre, c'est que ça fait 20 ans que chaque année on dit qu'on arrive à la fin de ce qu'on sait exploiter et qu'on repousse les limites. Ouais. Je veux dire, c'est un peu comme la fréquence de nos processeurs. À un moment, t'as un problème. Passer, tu sais plus jouer avec la fréquence des processeurs. Et là, maintenant, on joue sur le nombre de cœurs. La fréquence, ça stagne depuis des années. Ouais. Là, ça commence un peu aussi à devenir difficile. Le VDSL, t'arrives encore à monter un peu, mais tu vas jamais réussir à avoir ce que tu as aujourd'hui avec la fibre. Et là, t'es qu'au début de ce que tu sais faire avec la fibre. Donc c'est un peu il faut changer de technologie à un moment et on doit y aller. Parce que on est bien d'accord que le principal intérêt de la fibre, c'est de pouvoir faire passer des gros paquets de données. Donc, en l'occurrence, ce qu'on connaît de plus gros à l'heure actuelle dans la consommation générale, c'est la vidéo. Et je pense à la vidéo 4K et demain à la vidéo 6K ou 8K, où là effectivement, le tuyau VDSL sera trop petit pour ce type de contenu. Mais on n'y est pas encore, on en est même loin pour l'instant. Bah oui, mais tu as les usages aussi, tu vois. Aujourd'hui, tu vas regarder une vidéo chez toi parce que c'est encore un peu le début avec Netflix. Enfin, tu vois, on est encore les premières années. Mais dans 10 ans, tu as toute la famille qui regarde une vidéo différente. Tu fais comment avec ta bande passante quand tu es 4 à la maison? Ça, c'est déjà le cas. Hein. Oui, ça commence déjà. Mais ça dépend de ce que tu prends comme qualité, tu vois. Oui. Mais donc on commence vite à avoir des problèmes. On va pas y arriver, quoi. Et pendant ce temps-là, si tu télécharges un truc, t'es mort. Ouais.
Tes 100 mégas, tu les fais pas, tu vois. Mais une fois de plus, à quel prix et avec quelle rentabilité c'est la question qui reste ouverte. Hein. Je veux dire, j'ai pas la réponse. Je pense que aucun de nous trois là. Mais parce que effectivement, en Belgique, il y a des plans d'investissement chez Proximus, opérateur historique en Belgique, de placer de la fibre, mais pas encore partout en plus. Hein, soyons clairs, ils ont placé des priorités, me semble-t-il, dont je ne me rappelle pas. Je pense que c'est plutôt pour les entreprises ou les petites entreprises. Ils vont faire du particulier. Mais on va se retrouver aussi bloqué à un moment donné, comme ça a été le cas en France, et ça l'est encore, je pense, avec la fibre, c'est qu'ils amènent la fibre, mais au trottoir, devant le bâtiment, devant la maison. Et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive dans le trottoir devant la maison? Les investissements locaux, entre guillemets, des gens dans les immeubles ou dans les habitations, c'est eux qui vont devoir faire les investissements. Enfin, voilà, il y a toute une sorte toute une mécanique à mettre en place et des investissements à faire. Et moi, personnellement, de mon point de vue, je suis pas convaincu que tout le monde soit prêt à mettre la main au portefeuille aujourd'hui sur cette technologie-là. Je suis sûr qu'il y a encore des gens qui sont encore sur Internet en dial-up. Hein. Je suis pas certain. Dial-up, ils ont quand même coupé les plombs. Ils ont quand même coupé le truc. Mais donc voilà, enfin, je sais pas. Donc, tout ça pour dire que c'est peut-être pas complètement idiot de lever le pied sur la fibre et peut-être réfléchir à faire les choses autrement. Voilà. Moi, je suis plus partisan quand il y a une technologie d'essayer de faire fonctionner mieux celle qu'on a avant de passer à la suivante. Oui, mais le cuivre, tu vois, ça fait tellement longtemps qu'on l'utilise que on commence vraiment à voir ses limites. Hein. Ouais. On pourrait essayer avec l'eau, le gaz. et même pour le cuivre, à chaque fois, il rapproche un petit peu à chaque techno la connexion de toi. Tu vois, avant, tu étais à X kilomètres du central, et puis au fur et à mesure, tu vois qu'il rajoute des installations pour venir de plus en plus près. Oui. À un final, à certains moments, ce sera la fibre dans ton trottoir qui est le plus près, et les quelques derniers mètres sont pas spécialement graves. Oui, mais on va aller sans doute plutôt vers ça. C'est-à-dire que c'est la fibre, l'utilisateur ne veut pas l'avoir. Il aura toujours de la VDSL entre lui et la première borne, et puis à partir de cette borne-là, ce sera fibré avec de la bonne. Voilà. Le cuivre a quand même ses limites. Hein. Le cuivre a ses limites, ce sera la phrase de ce podcast, ce 147e épisode. On était à F comme fibre ou F comme France, et avec un chapitre, on va aborder un autre chapitre, Sébastien, qui est la neutralité du web, parce que l'annonce est tombée, voilà, juste avant qu'on enregistre cet épisode 147, c'est que effectivement les États-Unis ont voté contre la loi d'Obama sur la neutralité du net. On va y revenir dans un instant. Une neutralité du web qui nous arrange bien, hein, il faut être clair, mais qui énerve aussi des gens en France. C'est assez particulier. Mais tu vas mieux nous l'expliquer, je pense. Voilà. Oui, alors c'est Stéphane Richard, c'est le boss d'Orange, qui a fait une déclaration pendant qu'il était sur BFM TV et BFM Business, bon, c'est pareil. Hein. Et donc qui en fait a annoncé que pour lui, la fin de la neutralité du web, c'était une obligation. Et alors ces arguments sont assez, je trouve assez bizarre, parce que pour lui, la neutralité du web, c'est pour des choses comme l'Internet of Things ou les voitures autonomes. Eux, tu vois, ils devraient avoir priorité sur le reste du trafic. Donc je pense qu'il sert de choses qu'ils ne maîtrisent pas, je suis désolé, hein, cher monsieur, qu'ils ne maîtrisent pas totalement, pour pouvoir après, effectivement, desservir. Je cherche juste des arguments. Desservir une cause commerciale derrière, parce que effectivement, ça s'est fait par le passé en France, ça s'est fait par le passé dans d'autres pays, où des opérateurs ont volontairement réduit la bande passante pour certains services. YouTube était à l'époque en France, je ne sais plus sur quel opérateur, mais était Free, je pense. Free, voilà, c'est ça, était juste inregardable, jusqu'à ce que l'un décide comment ça, soit de faire pression, soit de mettre la main au portefeuille. Et d'une certaine manière, ici, les revenus qu'ils ont avec juste leurs abonnés, ça leur suffit plus, ils sont un peu plus gourmands et ils voudraient récupérer de l'argent sur le fait que tu consommes beaucoup chez eux. Et ça, probablement, qu'ils vont aller chercher directement dans les sociétés comme YouTube, comme d'autres. Donc là, c'est cette volonté de faire un Internet à la carte. Hein, en fait, la France veut réinventer le Minitel. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire à la consommation, un peu comme on le fait avec le mobile, en fait. Hein, soyons clairs, le data,
n'est pas neutre quelque part. C'est le maillon faible dans l'histoire. Mais ici, on va vers le même genre de choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va nous dire, ok, vous avez un forfait de base pas très cher, moins cher qu'actuellement pour avoir accès à Internet, mais avec un pipi de rien du tout, qui vous permet pas de faire grand-chose. Et puis, en fonction de ce que vous mettez en plus comme argent, on va vous ouvrir plus de bandes passantes ou certains services et des choses comme ça. Donc ça, c'est pas vraiment... en tout cas, c'est pas encore le cas chez nous, mais aux États-Unis, en tout cas, demain, un opérateur peut très bien décider de faire un Internet de ce genre-là, à la carte. Oui, ou le plus gros problème aux États-Unis, parce que c'est pas encore le cas chez nous, c'est que chez eux, ils ont des opérateurs qui ont racheté des boîtes de contenu derrière. Oui. Et donc, si à partir du moment où eux produisent et proposent et vendent du contenu, inévitablement, ils peuvent mettre en avant la qualité de service de ce contenu sur leur réseau et désavantager la concurrence. Donc là, ça pose vraiment une question de neutralité, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est honnête de faire payer un service tiers pour qu'il puisse avoir accès à ton réseau? Ça a toujours été comme ça. Obama l'a fait voter il y a un peu plus de 2 ans pour que ce soit dans la loi américaine. Ouais. Et ici, ça saute. Donc, c'est un peu, comme on le disait avant l'enregistrement, entre nous, c'est un peu un appel à ces opérateurs à maintenant faire cette différenciation, parce qu'on vient de faire sauter la loi. Donc, c'est un peu, parce que c'est un peu stressant. Avant qu'Obama ne l'inscrive dans une loi, ça aurait été pour les opérateurs très impopulaire d'essayer de tenter de toucher à la neutralité du net. Il n'en était pas question. Obama a voulu sans doute bien faire pour protéger entre guillemets le public d'éventuels écarts. Évidemment, il suffisait que Trump soit au pouvoir pour dire lui il fait table rase de tout ce que Obama a fait, donc forcément il appelle à tout le monde, il dit à tout le monde allez-y, servez-vous, je vous mets tout sur la table, servez-vous les amis, vous pouvez y aller, quoi. Imaginons, on pousse le vice au maximum, tu vois, et un opérateur fait payer Netflix pour avoir accès à son réseau, et Netflix consomme beaucoup, donc ils le font payer. Tu vas être abonné chez un gars, Netflix, logiquement, si un opérateur le fait payer plus cher, il doit répercuter ça sur ses prix. Ouais. Donc toi, en tant qu'abonné chez l'un, tu vas payer Netflix plus cher que si tu es chez un autre. Tu vois, donc ça peut ouvrir la porte à plein d'abus et plein de situations très, très désagréables. Alors vous en sortiez pas avec vos forfaits téléphonie, télévision, internet, alors là ça va être encore beaucoup plus compliqué à calculer. Ceci étant dit, je voyais parmi les commentaires, je pense que c'était sur YouTube, sur la chaîne Les Technos, quelqu'un avait fait la remarque en disant mais c'est peut-être finalement les opérateurs vont peut-être jouer justement la carte inverse, c'est-à-dire regardez, nous on vous propose un internet neutre, égalitaire pour tout le monde, ça aura un prix. Ils en profiteront un petit peu, mais en même temps, là, ils joueront cette carte de la neutralité. C'est une possibilité aussi, non ? Non, enfin, moi, j'aime pas le principe. C'est tous ou aucun. On est d'accord. Oui, donc, et j'ose espérer que l'Europe, ne se laissera pas faire. L'Europe, Marc, parce que je sais que Marc s'intéresse beaucoup à ces questions-là aussi. Qu'est-ce qu'il en est en Europe ? Est-ce que la neutralité du net est inscrite dans des lois ? Est-ce que c'est lié à un ordinateur quantique ? Non, ce n'est pas lié à un ordinateur quantique. Et à ma connaissance, ce n'est pas inscrit en dur dans une constitution. C'est un ensemble de bonnes pratiques qui font qu'aujourd'hui, en Europe, on ait un accès indifférencié, quelle que soit la ressource que l'on veut utiliser, quel que soit l'opérateur par lequel on passe et quel que soit le cadre dans lequel on se trouve. Alors la grande question, évidemment, qui va se poser au lendemain de cette décision, de cette triste décision, c'est quel va être l'impact pour nous demain ? Probablement pas grand-chose à court terme, voire à moyen terme. Il faut d'abord bien se dire que tous les acteurs concernés vont attendre de voir comment ça va se passer aux States. Et comme tu viens de le faire remarquer, ou Sébastien vient de le faire remarquer, personne ne peut empêcher un opérateur aux États-Unis de ne pas adhérer à cette nouvelle politique.
personne ne peut obliger un Comcast ou quelque chose de similaire à obligatoirement taper un Internet à la carte, obligatoirement commencer à introduire des forfaits avec un cloisonnement, etc. C'est peu probable, mais il y a une possibilité quand même que ça se fasse. Donc de toute manière, il va y avoir une période durant laquelle tout le monde va s'observer un peu en chien de faïence, voir comment les premiers vont réagir, dans quel sens ils vont mettre le pied, etc. Et puis seulement après, bon... Historiquement, la France, hélas, désolé pour nos amis français, mais vous le subissez plus que nous, la France a la mauvaise réputation de vouloir toujours surcomplexifier les choses dès qu'on touche à la technologie. Donc, ils vont certainement vouloir faire une expérimentation d'une manière ou d'une autre qui, comme toujours, va mal se finir. Ça, c'est certain. Dans quel genre Dans quel genre? Donc, ils vont inventer une déneutralisation du net à la française, un truc complètement foireux. Ouais. Sébastien disait ils veulent réinventer le Minitel, c'est pas faux. Ils ont toujours la nostalgie. On a perdu tous nos Français. Mais c'est pas grave, ils le subissent, les Français. Une espèce d'exception du web. Et voilà. Il faut pas oublier que la France est quand même le seul pays qui, jusqu'à aujourd'hui, et ça l'info est passée avant-hier, voudrait imposer à tous les jeunes de moins de 16 ans l'obligation d'obtenir l'accord d'un tuteur ou d'un parent avant d'ouvrir un compte Facebook. D'accord. Vous voyez le genre de truc vers lequel ils veulent aller. Alors, une fois que donc en Europe, la France aura fait son petit laboratoire, et j'ai envie de dire ce sera bien vautré la gueule, ben les autres vont commencer à réfléchir un petit peu et voir la manière dont il faut bouger. En Belgique, j'ai pas trop peur. J'ai pas trop peur. Si on aligne ça sur, effectivement, comme disait Sébastien il n'y a pas très longtemps, tous les investissements qui viennent d'être décidés pour augmenter l'accès et la pénétration d'Internet pour le plus grand nombre, quel est l'intérêt de faire cela si pour après c'est te proposer des petites boîtes, des petits forfaits auxquels tu ne pourras pas accéder. Donc voilà, il y a là un antagonisme assez fondamental. Donc de toute façon, à côté de ça, je ne connais pas, pour être tout à fait honnête, la réglementation ou les pratiques dans les autres pays européens. On sait ce qui se passe en Belgique, on sait ce qui se passe grosso modo en France. Ailleurs, honnêtement, si vous avez des informations là-dessus, ben voilà, partagez-les avec nous, qu'on puisse un peu se faire une culture aussi. Mais je doute qu'il y ait une grosse opposition à ce concept de neutralité qui fait quand même un peu partie de notre culture européenne. Oui. À suivre, comme on dit dans ces cas-là, mais pour les Américains, ça part mal, dans l'immédiat en tout cas, ça sent un peu le souffle. Ça sent le sapin, ouais. Bah, cette saison, en même temps. Bon. Mais ça sent les dollars. Hein. Oui, j'ai compris, c'était drôle. Ça devient très compliqué à vivre. Hein. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est particulier quand même. Et le pire, c'est que quand il est là, les gens l'encouragent après. Oui, hein, t'as vu ça? C'est quand même incroyable. Bon, allez, on passe à la lettre G. G comme Google, Marc, pour parler de Google qui intègre des selfies de célébrités dans ses résultats de recherche. Ça, c'est quand même très particulier. Oui, c'est une expérimentation. On connaît tous la principale méthodologie Google. Hein, c'est la méthodologie du spaghetti. Francis Freddy, c'est ça tes célébrités? On prend le spaghetti, on le colle au plafond, on le jette au plafond. Si ça colle, c'est que ça marche. Voilà. Donc, grosso modo, ils essaient à peu près n'importe quoi. Et donc ici, la petite particularité, encore une fois, ne vous précipitez pas sur votre moteur de recherche parce que ça n'est disponible que aux États-Unis. Vous allez pouvoir, si vous posez une question qui est relative, alors pour l'instant, à un tout petit panel de célébrités. Bon, célébrités, on parle, j'ai les trois quarts, je ne les connais pas, ça commence bien. Oui. Je suis un vieux et... non, il y a des célébrités, il y a des youtubeurs, il y a des choses comme ça. Mais il y a des acteurs, effectivement, Seth MacFarlane, James Franco, voilà, sont des gens qui me parlent un petit peu. Donc, lorsque vous allez poser un certain type de questions, parce que toutes les questions, évidemment, ne se couvrent pas, un certain type de questions qui concernent l'une de ces célébrités qui sont dans le panel pour l'instant, eh bien, dans les résultats de recherche, vous allez avoir une vidéo où la célébrité vous répond elle-même. D'accord. Voilà. Pourquoi pas ? Je tiens à signaler quand même que donc des célébrités lui parlent.
Et tu as beaucoup de gens qui te parlent dans ta tête. Écoute, j'ai arrêté de compter à 18. D'accord. Et encore, j'ai arrêté de compter parce que ça faisait tellement de bruit que je m'entendais plus, on n'était plus d'accord les uns avec les autres. Enfin, c'est quand même un truc, enfin voilà, à mon avis, ce spaghetti-là, il va pas rester collé longtemps au plafond, si je puis me permettre. Mais ça dépend, parce que si ça tombe, c'est un bon moyen pour des stars, peut-être un peu has-been, de s'offrir une promo à peu de frais. Il faut voir aussi quel est le modèle économique derrière, on ne le connaît pas encore. J'imagine, tu vois, la star vraiment qu'on a oublié, tu tapes son nom dans un moteur de recherche, puis la première vidéo qui vient, c'est « Merci d'avoir pensé à moi !» Tu vois, c'est ce genre-là, quoi. Enfin, voilà. Pas à suivre. Pardon, non, pas. Non, ça, on va peut-être c'est totalement dispensable. On peut passer à la lettre I comme impression 3D. C'est vrai qu'on n'a pas encore mis des chiffres dans notre abécédaire, ce qui normalement ne se fait pas. Mais on aurait pu dire au tout début 3. Avant la lettre A, par exemple. I comme impression 3D. Marc, on parle d'impression holographique. Le Graal de l'impression 3D, semble-t-il. Alors, encore une fois, ici, on parle en théorie. Pour l'instant, on est au stade de prototype, pré-prototype, donc vraiment un stage à la théorie. Oui, effectivement. Mais donc, on a quand même des implémentations. Donc, maintenant, il faut voir si elles sont déployables au niveau industriel. Bon, l'impression 3D, c'est magnifique, on le sait tous, mais c'est lent. Quelles que soient les techniques utilisées, ça reste lent. Alors, soit c'est de l'extrusion avec le plastique fondu, les matériaux qui sont empilés couche par couche. Et puis, on avait commencé à travailler avec des systèmes qui étaient censés aller plus vite, des bains de résine. À émulsion, des choses comme ça. Voilà, exactement. Mais de nouveau, on était toujours tributaire d'une contrainte physique de base, c'est que l'impression se faisait par couche. Et dans le cas des impressions avec bains de résine et rayons laser, vous aviez un rayon laser qui parcourait le bain de résine, qui solidifiait le bain de résine, et puis vous aviez le petit ascenseur, la petite plateforme qui descend, etc. Ça reste toujours lent. Par contre, il y a une autre technique qui existe depuis peu et qui semble donner des résultats assez prometteurs, c'est d'utiliser plusieurs rayons laser. Comment ? En fait, un rayon laser seul n'a pas la capacité de solidifier la résine en un point. Par contre, une convergence de plusieurs rayons, elle l'aurait. Donc, le principal problème est de pouvoir calculer avec précision la diffraction du rayon dans le milieu semi-aqueux, semi-liquide que constitue cette résine, liquide donc. Mais cette manière de travailler permettrait d'atteindre une capacité de production d'un objet, on va dire un objet d'une quinzaine de centimètres de côté, qu'on produit normalement en quelques heures, là, ça pourrait le produire en quelques secondes. D'accord. Parce que, justement, les rayons ont la capacité d'être déplacés extrêmement rapidement. Et c'est la conjonction de plusieurs rayons au même point qui va fournir assez d'énergie que pour solidifier la résine. Donc, on n'est plus tributaire d'une impression par couche, mais on travaille vraiment dans un volume 3D. Donc oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'imprimer, comme tu le disais, couche par couche, on pourrait commencer par le centre et partir du centre vers l'extérieur. Exactement. Et faire vraiment une extrusion et de manière beaucoup plus rapide. Vu qu'une fois qu'on a solidifié un point, ça reste à déterminer quelle est l'énergie nécessaire, le nombre de rayons qui sont nécessaires, les points de concentration. Mais une fois qu'on a solidifié un point, on peut imaginer partir sur une ligne, sur une arête, sur une face. Et donc, effectivement, le découpage n'est plus d'actualité et on a vraiment un prototype qui actuellement permet d'arriver à ce type de résultat sur des petits objets. On parle des objets de 1 ou 2 cm, mais la vitesse de production est des dizaines, voire des centaines de fois plus rapide qu'avec une imprimante 3D classique. Je voyais Sébastien qui voulait réagir. Je peux poser une question con ? Alors, j'entends bien que tu parles on part de n'importe quel point dans un milieu aqueux, mais si tu as un point solide dans un milieu aqueux, non, c'est une question très sérieuse. Le truc, il coule. C'est pas faux. Donc, comment tu fais pour faire si tu fais pas de couche, si tu prends un point, il va pas rester en plein milieu comme un con. Ma question physique dynamique des fluides, tout simplement. Tu pars du principe que la densité de l'objet fini sera inférieure ou égale à celle du milieu dans lequel il est. Non, il reste en suspension.
Bon, parce que ça allait être ma question, mais elle était d'une autre forme, mais c'était un peu la même. On le sait parce que Sébastien nous a fait la remarque quand on avait présenté son imprimante 3D dans un hors-série il y a déjà quelques temps de cela, c'est que quand on imprime un objet en 3D, en fonction de la forme de l'objet, il y a des fois des porte-à-faux. Et donc il faut prévoir de la matière, là où normalement il ne devrait pas y en avoir, à supprimer après avec un cutter. Voilà, il y a un peu de travail après de façonnage entre guillemets, mais parce que il faut régler ce problème de porte-à-faux parce que sinon le bidule se vautre. Voilà. Et donc c'était ma question, comment est-ce que c'est possible de réaliser est-ce que ce procédé, je vais y arriver, est-ce que ce procédé règle ce problème de porte-à-faux? Eh bien, je n'en ai pas la moindre idée. Merci. En fait. Voilà. Non, mais c'était la question. C'est intéressant, effectivement, ça soulève encore beaucoup de points, mais rappelons-le, c'est une technologie qui est encore à l'état d'embryon. Ouais. C'est du prototype pré-alpha. Donc, donnons-leur encore un peu de temps et on verra ce qu'ils vont faire. Si ça tombe, le truc est mort-né. Mais les premiers essais ont l'air prometteurs. Ceci étant dit, oui, clairement, comme on a l'habitude de le dire, ceci est une revue de presse de ce qu'on a parcouru les uns les autres sur différents sites sur lesquels on a un petit peu nos habitudes. Impression 3D et holographique sont trois mots qui, pour l'instant, sont souvent réunis dans différents articles depuis quelques semaines. Apparemment, ça fait un peu le buzz, si on ose dire. Ce concept revient régulièrement, en tout cas, dans les articles qui traitent d'impression 3D. On passe à la lettre M comme musique. Marque YouTube va se lancer dans un service de musique à la demande, un service de streaming pour concurrencer, on l'imagine, par exemple Spotify. Oui, mais encore une fois, ici, on retourne à la stratégie du spaghetti parce que ça semble partir un peu de nouveau dans tous les sens. Parce que, quelque part, Google a déjà un service de streaming musique, ça s'appelle Google Play Music. Oui. Par contre, Google Play Music marche pas très bien. Oui. En tout cas, moins bien que Spotify ou Apple Music. Ouais. Donc, ce serait une question d'emballage plutôt. Ben non, parce qu'aujourd'hui, la plateforme sur laquelle, quand tu demandes à quelqu'un où tu vas pour écouter de la musique, apparemment, selon des études qui ont été faites, à 70%, les gens répondent YouTube. Oui, bah oui. Mais YouTube, il n'y a pas de monétisation, pas encore en tout cas, pas partout. Les gens regardent la pub, effectivement, mais ils peuvent écouter la musique qu'ils veulent. Généralement de manière pas trop légale, hein, les trucs sont postés en dehors des accords. Non, il y a des accords. Il y a des accords, il y a des trucs, mais généralement tu trouves des trucs un peu underground que tu n'es pas censé trouver. Donc, plutôt que d'essayer de trouver une manière d'améliorer YouTube pour faire de la musique ou de trouver un moyen de rendre Google Play Music plus attractif face à Spotify et aux autres, et de ne pas lui faire subir le sort de Tidal qui apparemment, lui, est parti pour mourir d'ici 6 mois, d'après ce que j'ai pu lire. Pour de chance, oui. Ouais, dans ce genre-là. Ils se sont dit, on va faire encore un truc en plus. On va appeler ça Remix, qui sera une couche supérieure au-dessus de YouTube. Ouais. Et voilà. Et c'est tout. Donc, grosso modo, pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus. Ouais. Donc, voilà. On sait simplement que YouTube compte se baser principalement sur, comme tu viens de le dire, sur un énorme catalogue de vidéos musicales pour proposer un catalogue d'écoute. Oui. On voit pas trop comment ils vont... Enfin, si, on voit comment ils vont le faire, mais quelque part... c'est une espèce de YouTube audio, quoi. Ça va être une espèce de YouTube audio qui va aller piocher une partie de son catalogue ou une totalité de son catalogue pour les métadonnées dans Google Play Music avec des systèmes de droits qui vont être repris de YouTube. Bon, YouTube, quand même, au niveau de l'écoute purement musicale, c'est 1 milliard d'utilisateurs par mois. Ouais. C'est beaucoup plus que ce on peut se targuer aujourd'hui, un Spotify, un Amazon Music ou un Apple, même en rachetant Shazam. Donc voilà, ça reste quelque chose de lourd, ça reste un acteur incontournable. Par contre, là où ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le modèle de YouTube en matière de distribution musicale, vraiment en tant que tel, en dehors de ces quelques labels, et on pense notamment à Vevo, qui est l'un des labels principaux pour la diffusion de la musique sur YouTube, ce nouveau module, ce nouveau médium va devoir demander de la part de Google de repasser dans toutes les majors et de re-signer des deals. Oui. Voir comment ça va se passer. Sébastien.
Oui, non, mais il y a un truc qui m'échappe. C'était pas un peu le principe d'un YouTube Red qu'ils ont rebrandé un peu et qu'ils ont fait une autre sauce? Non, YouTube Red c'est différent. YouTube Red c'est YouTube Premium sans la pub. Voilà. Tu payes pour pas voir. Oui, mais c'était spécialement en musique et vidéo. Non, c'est tout. Non, c'était vidéo. Tout le catalogue. C'est-à-dire que si tu payes, tu as un abonnement Red sur YouTube et que tu viens regarder les technos sur YouTube, tu ne verras pas de publicité. Mais nous serons crédités. Autant le savoir. Donc voilà, le YouTube Red, c'est la possibilité de regarder le catalogue YouTube sans publicité en fait. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et alors, dernier truc pour encore, parce que c'était pas assez complexe ni assez bordélique dans l'histoire, à terme il y aurait aussi, en tout cas aux États-Unis dans un premier temps, un rapprochement avec YouTube TV. C'est le truc que tout le monde parle, mais personne n'a vu en dehors de 2-3 États aux States. Oui, c'est ça. Voilà. Ceci dit, c'est aussi un spaghetti, mais là, on reconnaît mieux le positionnement, par contre. Oui, mais parce que c'est de l'image qui... Ça commence à faire beaucoup de spaghetti. Il y en aura bientôt plus au plafond que dans la casserole, ou par terre. Voilà. Le prochain nom de Google, c'est Carbonara. Peut-être. Ceci dit, bon, ça va pas faire plaisir, quoi qu'il fasse, à Spotify, en l'occurrence, qui a quand même de plus en plus de difficultés, parce que eux sont obligés de passer par des opérateurs tels que Apple ou Google pour faire des abonnés, et donc ils sont un petit peu coincés, dans le sens où ces deux principaux opérateurs, que sont Apple et Google, peuvent très bien les étrangler d'une manière ou d'une autre. Voilà, Seb. Mais alors ce ne serait plus la neutralité des App Store? Ah bah non, mais ça, on l'a jamais dit. La concurrence fait rage, mon cher ami, mais ça, c'est normal. On passe à la lettre S comme sécurité. Ça aussi, c'est un petit peu notre dada, la sécurité. Marc, il est possible de traquer un smartphone sans GPS et sans consentement de son propriétaire. Ça, c'est quand même un truc qu'il va falloir que tu nous expliques. Alors le consentement, c'est un peu triché parce qu'il y a eu un consentement à un moment, mais le consentement, tu ne t'en es pas rendu compte en fait. Il y a eu il y a quelque temps ce scandale comme quoi, malgré qu'il l'avait juré croix de bois, croix de fer et craché par terre et tout, Google continue à traquer effectivement, à mesurer les données du GPS de pas mal de smartphones, même si la personne avait refusé que ce soit le cas. Mais ici, il y a de nouveau une équipe de chercheurs qui se sont amusés à créer une petite application tout à fait anodine, qui n'a pas besoin de permission particulière autre que l'accès au web et voilà, grosso modo, et qui en fait va se baser sur toute une série de failles dans les permissions de Google, de Android plutôt, c'est-à-dire la possibilité pour des applications d'accéder sans permission explicite à toute une série d'informations provenant des capteurs de ton appareil. D'accord. Donc chaque téléphone aujourd'hui, chaque téléphone évolué, embarque plusieurs capteurs. Généralement, tu as un baromètre, une boussole, un magnétomètre, et tout ce petit arsenal de capteurs, qui donc on le dit ne sont pas un GPS, c'est tout à fait à part, permettent en combinant toute une série d'informations recueillies via ces capteurs et des informations qui sont disponibles publiquement sur Internet, par recoupement, de détecter où tu es. Exemple, il y a donc cette petite application qui s'appelle PinMe, qui à la base est un truc qui permet de déclencher, ça a été offert plutôt, c'est une application gratuite, qui permet simplement de déclencher des actions selon que tu es connecté à ton Wi-Fi ou pas. C'est un truc tout à fait idiot. Cette application va se baser sur toute une série de données, ton adresse IP, ta time zone, le fait que tu es connecté sur un Wi-Fi, sur un réseau cellulaire, le fait que tu es connecté en Bluetooth avec les coordonnées des appareils qui sont autour de toi, va commencer à coupler ça avec la détection des mouvements, donc le magnétomètre, l'accéléromètre, va coupler ça également avec la mesure de ton environnement direct avec le baromètre et l'hygromètre, puisque ce sont des choses qui sont maintenant dans nos téléphones, et va commencer aussi à recouper tout ça avec des cartes, avec des informations qui sont disponibles publiquement dans des bases de données, de localisation, de traçage de trajet, etc. Et donc, par exemple, avec ces recoupements, ils ont pu détecter tout simplement, en prenant
un smartphone qui se trouvait dans la poche d'une personne. Cette personne était en train de conduire. En détectant les changements de direction, la vitesse moyenne, en enchaînant les changements, ils ont pu retrouver la personne sur une carte en retraçant son chemin par rapport au plan disponible, et ils ont pu prédire avec une précision de l'ordre des 2-3 mètres quel allait être son trajet au fur et à mesure qu'il se déplaçait. Donc sans GPS. C'est exactement le même principe qui a été utilisé dans les missions Apollo pour que les astronautes sachent où ils sont dans l'espace. C'est un accéléromètre que simplement le fait on sait d'où il part, et il a accéléré pendant X secondes dans telle direction, et puis il est parti, Exactement. etc. Et ça permet de recalculer sa position exacte, quoi. Exactement. Il n'y a pas Google Maps quand tu es dans la station spatiale? Non, là il n'y a pas. T'es déçu. Ils n'ont pas la fibre non plus. Si on est en train de la tricoter pour Star Wars. Ils vont pouvoir regarder le nouveau Star Wars. Non, mais donc on est d'accord que c'est exactement le même principe, mais à une échelle qui est toute petite, qui est dans notre poche et qu'on a tous dans notre poche aujourd'hui. Donc c'est exactement. Et le problème, c'est que contre ce genre d'attaque, il n'y a absolument aucune parade aujourd'hui. Enfin, ce genre d'exploitation de données, il n'y a aucune parade aujourd'hui, sauf faire en sorte que Android pousse des mises à jour vers tous les utilisateurs des téléphones pour demander des autorisations supplémentaires sur toute une série de capteurs qui sont censés être disponibles à n'importe quelle application aujourd'hui sans autorisation explicite. Donc si tu veux brouiller les pistes, tu dois secouer ton smartphone dans tous les sens. Voilà, on va avoir une génération de tarés qui vont faire comme ça tout le temps. Pratique. Mais je trouve ça génial, hein, sur le principe, soyons clairs. Mais c'est flippant quand même. Oui, mais moi je trouve ça c'est super malin, surtout. Moi, je trouve, voilà. Bon, apparemment, je suis le seul sur les trois, donc. Voilà. Sinon, tu peux demander au mec d'activer le GPS, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, ça aussi. Et si tu lui donnes une carotte pour le faire, il va le faire. Oui. Ou simplement, quand il arrive quelque part, de t'appeler pour te dire où il est. Voilà. Ça aussi. Allez, on passe à la lettre S comme social. Des fois, on se complique la vie. S comme social, Sébastien, on va parler de Facebook qui relance le poke. Le poke, je me rappelle, c'était le petit doigt. Hein, c'est tu mets le doigt. Voilà. C'est le truc où tu mets le doigt. Mais juste pour dire à quelqu'un qu'on pense à lui, en fait, c'était ça un peu le principe. Hein. Oui, et alors c'est un truc qui a souvent été vu. À toi, c'est ça. Voilà, ça a souvent été vu par certaines femmes par quelque chose d'un petit peu, un flirt un peu glauque, tu vois. Je te mets le doigt, quoi. C'est un peu ça, tu vois. Tu pousses avec le. Donc, sérieusement, le truc a une connotation qui est quand même assez négative de la part de certains. Et donc, Facebook a décidé d'essayer de reprendre ce truc pour le remettre. Alors, il y en a d'autres qui s'amusent juste entre amis à s'envoyer des milliers de pokes sur la journée. Hein. Oui. Mais généralement, c'est aussi utilisé pour un flirt assez gentil. Ah oui. Et bref. Ça explique pourquoi j'ai une amie qui n'est plus dans mes amis. Parce que tu l'as fait un poke. Bah oui. Je trouvais ça comique, je voulais relancer le poke. Oui, mais non, tu vois, les femmes apparemment trouvent ça un petit peu, voilà. Bref. Et donc, Facebook a fait une mise à jour chez certains. Et dans la mise à jour, quand tu es sur le profil de la personne, tu as le petit bouton message et en grand à côté, un petit bouton poke. Donc, il y a plein de gens qui se sont plantés, qui ont commencé à envoyer plein de pokes dans tous les sens. Donc, ça a un petit peu râlé. Ça, c'était la première partie de l'expérimentation. Donc, au lieu d'avoir un truc caché dans un menu, le poke va revenir au premier de la scène. Mais à l'avant de la scène, mais en fait, ce truc n'a toujours aucun intérêt à part juste de dire à quelqu'un « je pense à toi oui. ». C'est à la base, c'est ça, sauf que le fait de le formaliser par un doigt donne pour certains une connotation, je ne dirais pas à qui. Et donc, non seulement il y a le poke, mais en plus maintenant ils vont rajouter le greetings. Donc en plus du poke, tu vas pouvoir faire un câlin, un high five, ou je ne sais plus quoi d'autre, ou un clin d'œil. D'accord. Donc voilà, c'est super, c'était super important et voilà. Voilà, donc super. On va pouvoir un petit bouton câlin. On va pouvoir, enfin certains en tout cas, pas moi, vont se comporter sur Facebook comme ils se comportent en rue, c'est-à-dire voilà. Ouais. Ils commencent à siffler après les filles virtuellement et voilà. Oui, il fallait peut-être commencer par là parce que directement commencer avec un poke, je trouvais ça quand même fort. C'est vrai que c'est fort. Ouais, en rue, c'est vrai que c'est quand même fort si tu fais ça. Bah oui, c'est ça. C'est quand même directement. C'est condamnable. Oui. Je pense. Si tu mets un doigt à quelqu'un en rue. Ah oui, c'est condamnable. Je ne sais pas. Je pense. Oui. Enfin, cet épisode ne sera pas monétisé, je le sens. Je n'ai pas dit de gros mots. Non, mais enfin...
S comme social, toujours, on parle de LinkedIn, qui commencerait à perdre raison. Ah oui, alors ça, c'est du délire. Alors c'est un article, c'est beaucoup moins drôle, et un cas qui est dans le EFF, donc l'Electronic Frontier Foundation. Et donc les gars, ils ont relevé que il y a eu un petit différend judiciaire entre LinkedIn et IQ. IQ, c'est une boîte qui va chercher toutes les infos publiques sur les profils LinkedIn et qui après te permet de faire certaines analyses sur les professions, sur les gens, etc. Donc ils se servent des données qui sont publiques sur LinkedIn. Et LinkedIn attaquer IQ en justice pour pouvoir effectivement essayer de faire passer une loi anti-hacking en disant le fait que les gens, cette société viennent chercher les infos publiques chez nous, c'est du piratage. D'accord. Et donc c'est une vieille loi de 1986 qui disait effectivement, une loi américaine, que tu ne peux pas accéder à des informations non publiques. Et LinkedIn dit c'est dans nos conditions d'utilisation et nous avons décrété que ces informations ne peuvent pas être scrappées. Donc scraper, c'est du scrapping, c'est une technique qui est en fait d'aller chercher les informations sur des sites avec des scripts pour en retirer ce que tu as besoin. Donc effectivement, ici sur LinkedIn, tu as un profil et tu vas aller chercher, par exemple, si le gars a changé de boulot pour te faire une notification. Exemple. Et donc la première fois, ils ont donc perdu le premier tour, mais LinkedIn a décidé d'aller en appel et donc de pousser encore un peu plus loin pour essayer de s'assurer que ce soit interdit. Donc l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, mais aussi d'autres gars comme Internet Archive, DuckDuckGo, etc. se soulèvent en disant il ne faut pas que LinkedIn gagne parce que sinon c'est un précédent pour tout le web, parce que suivant leurs conditions, ils pourraient décréter que n'importe qui ne peut plus venir chercher et indexer, même ce que fait Google, indexer les données qu'ils ont sur leur site. Donc voilà, c'est un petit cas de nouveau de liberté qui est menacée aux États-Unis. Il faut espérer que LinkedIn soit débouté. Un drôle de positionnement, je trouve, parce que c'est pas très populaire en plus comme idée. Non, ça l'est pas, mais voilà, c'est pas le premier. Twitter aussi, par le passé, a été parfois un peu limite sur les utilisations de ses API et de ses data. Voilà, LinkedIn, c'est pas la première fois et ils sont un petit peu chatouilleux. Moi, j'ai l'impression, pour en revenir à ça, que cette liberté, enfin cette liberté, cette neutralité du web remise en question, ça va désinhiber un tas de gens qui vont s'en donner à cœur joie sur justement les libertés sur le web en tout cas. Enfin, ça reste à prouver, mais on restera attentif et on va ouvrir l'œil sur ces questions-là, comme tout le monde à mon avis. On peut passer à la lettre V comme VR. Sébastien, pour parler... Je m'étrangle de Airbnb qui se lance. Ouais, c'est pas grave. Non, mais c'est pas. Bah si je m'étouffe, c'est grave. Oui, c'est ça. Airbnb... des fibres. Airbnb qui se lance dans les visites virtuelles, avec ou sans les occupants. A priori, sans les occupants, et ça ne sera pas chez Jackie et Michel. Tu vois, c'est des trucs ici, ça va être safe, tu vois. Il y a une petite polémique Airbnb pour l'instant avec des gens qui plaçaient des caméras cachées dans les chambres. Enfin bref, voilà. Non. Si. Ah, j'ai pas vu cette polémique, faut l'envoyer les gars. Si, en Allemagne. Oui, c'est arrivé en Allemagne, c'est arrivé 2 fois, enfin plusieurs fois, et c'est revenu dans la presse il y a 7 semaines. Je vais louer une chambre. Si t'as envie d'être filmé, c'est ton problème. Non, c'est pas le but. Non, la phrase peut être lue dans le sens. Je vais louer une chambre chez moi. Ah. Oui, c'est vrai. Mais ça va pas, non? C'est vrai que t'as déjà les caméras. Voilà, j'ai tout. Oui, on est pour le studio, on est tous équipés. Oui, c'est vrai. Mais les tiennes sont plus petites que les miennes pour les caméras. Il y a moyen de faire plus de trucs chez toi. Et j'ai plus de lumière aussi. Airbnb, donc, les visites virtuelles. Oui. Alors que, oui, voilà, ils l'ont annoncé. Je trouve ça assez sympa, même si c'est encore rien du tout de concret, mais ils vont se lancer dans la réalité virtuelle pour la visite des biens. Donc comme ça, tu pourras aller voir à quoi ça ressemble avant de louer le truc. Parce que c'est vrai qu'en général, quand tu loues un truc, les photos sont bien sympas, mais la réalité n'est pas toujours ce qu'elle est, parce que voilà. Tout site immobilier, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est le principe.
Mais je trouve ça bien. À l'époque, tu vois, Airbnb, ils s'étaient lancés et ils avaient eu un énorme succès parce qu'ils payaient les photographes pour aller faire les photos des biens, parce qu'ils se rendaient compte que les annonces que les gens passaient sur les autres sites étaient pourries. Oui. Donc, en mettant de bonnes photos, ils ont vu qu'ils avaient réussi à faire beaucoup plus de locations que les autres. Une charte graphique très précise sur le cadrage, etc. C'est bien fait, soyons clairs. Donc, ça fait partie de leur succès. Oui. Donc que eux se disent je vais passer dans la VR, c'est pas anodin, c'est pas un site de petite annonce à la con qui va dire je passe à la VR. Eux vont passer à la VR pour présenter les biens et à la réalité augmentée. Alors réalité augmentée, je sais pas trop comment ils vont faire pour visiter les biens, mais admettons. Ouais. Et en même temps ils vont faire ça pour les villes que tu vas visiter. Donc ils vont aussi aller te permettre de visiter certains biens pour certaines rues autour de ton bien ou que sais-je dans l'endroit où tu voudras visiter. Par contre, il y a un point sur lequel ils insistent déjà qui vont... Et c'est vrai que je trouve, franchement, c'est une idée à la con, mais tellement utile. Tu n'auras pas que la visite du bien, mais quand tu vas louer un bien, tu vas aussi avoir toute une série de guides possibles pour te dire voilà comment tu dois ouvrir la lave-vaisselle, voilà comment tu dois mettre la clé, voilà comment. Et voilà. Et là, ce sera en vidéo, en VR, et comme ça, tu pourras regarder comment ça se passe réellement dans la maison. Donc, franchement, je trouve ça, c'est simple, et en fait, c'est vachement utile. C'est marrant parce que c'est un petit peu quand tu vas habiter, enfin, quand tu vas loger chez l'habitant ou dans un petit. C'est le mec qui te fait visiter, tu vois. Oui, et puis c'est les petites fiches qu'on laisse en disant voilà, dans les tiroirs, il y a 6 petites cuillères, 6 couteaux, 6 machins, etc. Et donc quand tu pars, tu recomptes parce que voilà, t'as pas envie non plus de. Mais non, c'est bien fait, c'est plutôt malin. Bien. Voilà. Moi, je trouve ça quand c'est bien, il faut le dire, on le dit. Voilà. On est déjà à la fin de cet épisode 147 des Technos. Avant la conclusion, la lettre W comme WTF. J'essaye d'avoir encore accès aux revenus publicitaires. Oh, mais elle est toute mignonne, la Flupke. En Belgique, c'est Flupke. C'est Flupke. On parle d'un YouTuber de 6 ans. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un classement des youtubeurs qui gagnent le plus, qui ont gagné le plus en 2017. Mais il y a un youtuber de 6 ans qui gagne plus de 10 millions par an. Ouais, j'ai vu. Et si ce gamin place ça en bitcoin... Effectivement. Mais c'est bien, grosso modo, tu viens de niquer ma news complètement. Ah, écoute, c'était le titre. Oui, non, effectivement. Donc, c'est un truc qui fonctionne extrêmement bien sur YouTube. Ce sont les chaînes d'unboxing, donc de déballage. Il y en a une, d'ailleurs, que je vous recommande, qui est jouissive, qui est très bien. C'est vraiment une bande de fous furieux. C'est Unbox Therapy. Oui, ça, c'est un classique. Ils sont très, très bons. Oui. Et donc, ici, il y a une famille qui s'est dit, on a un gamin qui sert un petit peu à pas grand-chose, donc on va essayer de faire quelque chose avec. Et ils se sont rendus compte que le gamin aimait bien déballer des objets, déballer des cadeaux. Et ils l'ont filmé, avec l'accord du gosse évidemment, et ils l'ont mis sur YouTube. Alors, apparemment, d'après les parents, c'est là quand même que moi j'ai un petit doute, c'est que le gosse voulait créer sa chaîne YouTube quand il avait 2 ans. 2 ans, c'est peut-être un peu tôt. C'est ce que disent les parents, mais soit. Donc, pardon, passons. Et donc, à 6 ans, le gamin a donc sa chaîne YouTube où il déballe des jouets, grosso modo, et ça lui rapporte à peu près 11 millions de dollars par an. Voilà. Donc si vous avez un gosse chez vous qui ne rapporte rien, vous savez ce qu'il lui reste à faire. Si j'ai bien compris, parce que c'est un classement très sérieux, mais qui ne tient pas compte des placements de produits, c'est les revenus publicitaires en fait dont il est question. Oui, exactement. Et quand on regarde l'image, on se rend vite compte que il y a quand même des placements de produits. À mon avis, il doit y avoir quelques accords avec Pixar par exemple pour certains jouets, et que donc il doit y avoir des revenus parallèles qui doivent pas être. D'après ce que disent les parents, 99% des objets qui sont déballés par le gamin ont été achetés par les parents. C'est pas du placement de produits. Maintenant que les parents bénéficient de tarifs cassés, voire même carrément des scènes symboliques pour acheter certains produits,
On ne le saura pas et on n'ira pas jusqu'à médire que c'est le cas. Mais disons que le placement de produits fait partie des règles du jeu. Évidemment, je pense que c'est le cas aussi chez certaines youtubeuses et autres youtubeurs également, et même des gens qui font des tests high-tech, on en connaît, qui sont... mais ils l'annoncent, ils le disent franchement, voilà, on m'a payé pour montrer ce produit, et je vous le montre, et les gens sont encore libres de dire s'ils en tiennent compte ou pas, quelque part. Ça, c'est un autre problème, oui. Le gamin, il faut quand même dire que sa vidéo de déballage de jouets, c'est 10 millions d'abonnés et plus de 8 milliards de vues au total. Bien sûr. Non, pour arriver à 11 millions, il faut quand même faire quelques vidéos vues. C'est pas avec la chaîne des technos qu'on y arrivera. Pas demain, en tout cas. Avec Sébastien... écoute, ça dépend. Il faudra avoir quelques filles en plus. Là, je suis pas sûr qu'on va nous garder la chaîne ouverte. Parce que... Et faire du déballage. Oui, mais ça... par exemple. Mais comment Quoi, t'aimes pas déballer les bétonniers ? Non, on peut pas. On a dit qu'on ne pouvait pas. Voilà, c'est un épisode qui s'achève le 147e, je vais m'en sortir. J'en reviens juste sur l'annonce du début, si vous le voulez bien. On sera en direct le mardi 26 décembre, si vous n'aviez pas compris ou entendu, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions d'ores et déjà, comme ça nous permet de un petit peu préparer le planning de cette édition un petit peu particulière. Ce sera l'épisode 149, et c'est donc le mardi 26 décembre. Ce sera un live YouTube, je tiens à le préciser, que vous pourrez réécouter ensuite, soit sur YouTube, soit en podcast via iTunes et les autres plateformes de podcast, évidemment. Écoutez et voir d'ailleurs, puisque vous pourrez faire les deux si vous le voulez. Merci Sébastien pour cet épisode, et on se dit donc après Noël, joyeux Noël d'ores et déjà, j'ai envie de dire. Parfaitement. Et puis à Marc également, puisqu'on ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais bien pour l'épisode en direct le 26 décembre. La semaine prochaine, ce sera Benoît et l'autre Sébastien, je pense. Celui qui n'a pas de cheveux, là. Celui qui n'a pas de cheveux et qui parle des bitcoins tout le temps. Voilà, merci de nous avoir suivis. À très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.